Bonjour Philippe Crevel. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes économiste, directeur du Cercle de l'épargne. Votre dernière enquête dans ce cadre, une enquête d'avril 2023, porte précisément sur les Français, l'épargne et la retraite. Je signale que vous publiez également chaque semaine votre lettre économique. Et cette semaine, évidemment, vous revenez sur cette actualité, cette baisse de la note française par l'agence Fitch. On va y revenir en détail avec vous. Nous venons d'entendre le ministre de l'économie et des finances, Bruno Le Maire, qui dit donc « Les faits infirment l'appréciation de l'agence Fitch. La France va continuer à faire passer des réformes structurantes ». Un mot sur cette réaction, il ne pouvait pas dire autre chose finalement. Bruno Le Maire est dans son rôle. Il est ministre de l'économie. Il n'allait pas dire que Fitch avait complètement raison et que la France est dans une situation dégradée. Il est dans son rôle. Sur le fond, Philippe Crevel, l'agence Fitch évoque, pour justifier cette décision, je cite, « l'impasse politique et les mouvements sociaux parfois violents qui constituent un risque pour le programme de réforme d'Emmanuel Macron ». Comment est-ce qu'avec votre regard d'économiste, vous analysez cette décision ? Alors, la décision de Fitch est justifiée. Il y a l'argument de l'incapacité croissante à faire passer des réformes. Il y a également d'autres arguments qui sont cités par cette agence, qui est de dire, premièrement, la France a un déficit public important, 4,7% du PIB en 2022, une dette de plus de 112% du PIB en 2022, ce qui, dans le classement des pays qui étaient double A, faisait que la France était le pays le plus en déficit et le plus endetté. Et donc, il y avait une justification à abaisser la note. Et en plus, elle indique, l'agence, que le gouvernement aura de plus en plus de mal à faire passer des réformes. Évidemment que la discussion de la réforme des retraites a laissé des traces et qu'on ne voit pas le gouvernement actuel se lancer dans un assainissement des comptes publics extrêmement important, rapidement, dans les prochains mois. Il fallait s'y attendre, nous dit Volpazu dans le chat du Figaro. Vous venez de citer quelques chiffres, en voici d'autres. En 10 ans, la dette est passée de 90% à 115% du PIB, alors que notre déficit est resté anormalement élevé après l'épisode du Covid de 2020. 6,5% de dette en 2021, 4,7% en 2022 et un budget voté pour 2023 à encore 5% de dette. Finalement, est-ce que cette dégradation, elle n'était pas inéluctable ? Malheureusement, cette note traduit la situation financière de la France. La France avait son triple A jusqu'en 2013 et nous avons perdu sur les 3 grandes agences notre triple A. Nous sommes AA maintenant et là, donc la première des agences qui révisait en 2023 la France a décidé de la dégrader d'un cran pour prendre en compte l'évolution financière de ces dernières années. Et c'est vrai qu'on diverge par rapport à certains de nos partenaires, et en particulier l'Allemagne, qui, il faut rappeler, est triple A encore. Alors, ce triple A, justement, vous faites référence à cette décision du 13 janvier 2012. À l'époque, c'était l'agence Standard & Poor's qui nous avait dégradé la note de AA, du triple A à AA. Nous étions passés à seulement AA. Mais en même temps, c'est vrai qu'à l'époque, on nous avait promis l'enfer, et finalement, ça ne s'est pas vraiment produit. Une baisse d'une note de dette publique, ça n'a pas forcément des effets immédiats. Parce qu'en fait, elle reflète, cette baisse, la situation du marché. Ce n'est pas quelque chose d'artificiel. Et donc, ça reflète en fait le consensus du marché. Aujourd'hui, la France s'endette à un coût plus élevé que l'Allemagne, à peu près de 0,6 points. Si on avait la même situation financière que l'Allemagne, on s'endetterait au même taux que donc, nos amis allemands. Donc on voit qu'il y a quand même des conséquences, c'est que à terme, progressivement, notre écart de taux d'intérêt avec l'Allemagne va s'accroître, que l'État français devra supporter des taux d'intérêt de plus en plus élevés et donc un service de la dette de plus en plus important. Il faut savoir qu'aujourd'hui, le paiement des intérêts pour l'État français, c'est 50 milliards d'euros et ça peut rapidement grossir et monter d'ici 4-5 ans à 70 milliards d'euros, soit à peu près le niveau de l'impôt sur le revenu. Je rebondis sur ce message de Claudius dans le chat qui nous dit « Non, la France n'est pas en faillite ». Je vous cite Elisabeth Borne, la Première ministre, qui disait récemment sur France Info « Un scénario à la grecque est possible. Si on dit qu'on se fiche des réformes, cela peut nous arriver ». L'enjeu, ce sont évidemment ces 3 000 milliards d'euros de dettes qu'il nous faut rembourser, qu'il nous faut financer. Est-ce qu'elle a raison, Elisabeth Borne, de dire qu'un scénario à la grecque est possible ? Si la dérive des comptes publics continue, si on est toujours à des niveaux de déficit entre 4 et 6% du PIB, à un moment donné, les investisseurs diront « vous ne pouvez plus rembourser ». Ce qui s'est passé donc, avec la Grèce, c'était le cumul de 2 déficits, un déficit budgétaire et un déficit de la balance des paiements courants.
Ce qui est le cas aujourd'hui de la France. Nous sommes en déficit de la balance des paiements courants. Nous avons ce double déficit. Et à un moment donné, on ne sait pas quand, parce que ce n'est pas inscrit dans le marbre. Ce n'est pas les fameux 60% de PIB de dette publique, ce n'est pas forcément 100% de dette publique. La preuve, nous avons passé le cap. Mais à un moment donné, les investisseurs pourront se dire « Mais est-ce que la France peut réellement nous rembourser ?» Et dès qu'il y aura le doute, là, il y aura évidemment danger. Et ça peut arriver à un moment ou à un autre. Oui, la France n'est pas en faillite aujourd'hui, mais ça ne veut pas dire qu'elle ne le sera pas demain. Et dans notre histoire, quand il y a eu dérive des comptes publics, il y a eu banqueroute. Une des plus célèbres, c'est 1797, la faillite des 2 tiers. On a dû effacer les 2 tiers de la dette publique. Ça veut dire que ce sont les épargnants qui ont payé. Parce que l'effacement de la dette publique, ce n'est pas un trait sur un cahier. Il y a des personnes qui paient derrière la casse. On va revenir évidemment sur les conséquences concrètes de cette dégradation, sur les ménages, sur les entreprises. Mais avant cela, une question sur cette réforme des retraites. Parce que justement, l'exécutif promettait de faire des économies de plusieurs dizaines de milliards d'euros. Et voilà que quelques mois plus tard, 2 mois plus tard, finalement, c'est Fitch qui dégrade notre note. Est-ce que c'est pas finalement assez paradoxal, cette histoire ? Fitch regarde l'ensemble, regarde donc les évolutions des finances publiques sur le moyen et long terme. Cette réforme des retraites a été obtenue dans des conditions extrêmement difficiles. Et donc, l'agence se dit, est-ce que demain, pour passer à 3% du PIB de déficit public, qui est l'objectif pour 2027, le gouvernement pourra refaire une réforme ? L'agence doute fortement sur le sujet et c'est pour ça qu'elle a dégradé. Et donc, elle a pris en compte, certes, les 17 milliards d'euros de la réforme des retraites, mais elle a regardé également le chemin à parcourir pour revenir à des comptes plus équilibrés. Depuis des années, nous empruntions pour rembourser les intérêts de la dette, souligne Volpazu dans le chat. Un mot également sur l'inflation qui touche la France de plein fouet. Quel a été l'impact de cette inflation sur cette décision de l'agence Fitch ? Alors, l'inflation a plusieurs conséquences en matière de finances publiques. Ça peut réduire le poids de la dette parce que le PIB augmente plus vite et la dette passée était prise sans inflation. En revanche, l'inflation a comme conséquence évidemment une augmentation des taux d'intérêt. Les banques centrales, pour réguler, endiguer l'inflation, sont forcées d'augmenter les taux d'intérêt. Or, quand les taux d'intérêt augmentent, évidemment, c'est donc les États les plus endettés qui souffrent parce qu'il y a un volume d'emprunts à rembourser avec des intérêts plus importants. Donc c'est l'Italie, c'est la France, c'est l'Espagne et c'est le Portugal. Et malgré cette hausse des taux d'intérêt, avant même l'annonce de la décision par Fitch, la France avait transmis à Bruxelles son programme de stabilité la semaine dernière. Objectif, ramener le déficit public sous les 3% en 2027 et faire baisser la dette à 108,3% du PIB contre 111,6% en 2022. Est-ce que cet objectif est vraiment réaliste ? L'agence Fitch ne le croit pas. Et sa décision de dégrader la France, c'est parce qu'elle ne croit pas à ce plan qui a été transmis à Bruxelles pour plusieurs raisons. Et d'ailleurs, elle reprend un peu des arguments que le Haut Conseil des finances publiques a également mis en avant. Premièrement, c'est une surestimation de la croissance. Le gouvernement parie sur une croissance de 1,7 à 1,8, il faut l'espérer, mais Fitch dit, lui, 1,1% de croissance. Moins de croissance, moins de recettes publiques. Et puis, donc Fitch doute sur les capacités réelles du gouvernement à diminuer le déficit public parce que nous vivons en France depuis maintenant plusieurs années sur le côté que, au nom du quoi qu'il en coûte, il est possible de dépenser sans limite et que donc il sera très difficile de remettre de l'ordre dans les finances publiques. Alors une fois qu'on a dit tout cela, Philippe Crevel, la question que l'on se pose, c'est évidemment quelles sont les conséquences de cette dégradation pour l'économie française, pour les Français. Qu'est-ce que ça change ? À court terme, rien. Il n'y a pas eu une montée des taux d'intérêt importante. Donc les conditions d'emprunt n'ont pas changé du jour au lendemain. Mais c'est dans les prochaines années. S'il n'y a pas de restauration des comptes publics, comme je l'ai dit, il y aura forcément des taux d'intérêt plus élevés. Et ça s'appliquera en premier lieu à l'État, mais également aux entrepreneurs et aux ménages qui empruntent pour les marchés immobiliers, pour acheter des biens immobiliers. Et justement, le monde de l'entrepreneuriat, quels peuvent être les impacts sur ce monde-là ? Est-ce qu'ils vont devoir chercher, par exemple, à vendre leur société rapidement ? Pas de panique quand même. La France, comme ça a été dit, n'est pas aujourd'hui en faillite, en banqueroute. Donc il n'y a pas de menace, on va dire, sur le système financier français. Il faut rassurer. En revanche, il faut s'inquiéter de la trajectoire qui est prise. Et donc, il n'y a pas de menace pour les entreprises qui ont souscrit des emprunts. En plus, la plupart des emprunts en France sont souscrits à taux d'intérêt fixe.
Et donc, il n'y a pas de réévaluation dans les prochaines années liée à un problème, justement, de finances publiques. Là-dessus, au moins, nous sommes préservés de ce risque en France, à la différence des pays anglo-saxons où ce sont souvent des taux variables qui sont appliqués. Quel impact sur le crédit immobilier qui est déjà mal en point? Le crédit immobilier, donc, on a des taux qui augmentent essentiellement dû à l'inflation par décision de la Banque centrale de les augmenter. Ce processus de hausse devrait se poursuivre encore quelques mois. Si évidemment la France rencontrait des problèmes financiers pour sa dette publique, cela augmenterait un peu plus parce que l'État est soi-disant la meilleure signature. Donc tous ceux qui sont derrière l'État subissent en fait la mauvaise signature de la puissance publique. Certains disent cette baisse c'est un non-événement, d'autres disent cela va affecter durablement l'économie française. Vous semblez plutôt dans un entre-deux. Je suis dans un entre-deux, c'est mon côté centriste. C'est votre côté en même temps? En même temps. Donc, il y a une menace. Et l'agence nous dit, attention, vous sortez de la bonne voie. Vous êtes de plus en plus donc, à contre-courant de ce que l'Allemagne fait, qui a une gestion plus rigoureuse. Et donc, attention à la sortie de route. Et donc, mais aujourd'hui, on reste quand même double A. Il y a l'Italie et triple B. Nous sommes mieux notés quand même que nos amis italiens, espagnols, portugais. Malgré tout, nous ne sommes plus dans les 10 pays les mieux notés, où figurent l'Allemagne, les Pays-Bas, le Luxembourg, la Nouvelle-Zélande, la Suède ou la Finlande. Sachant qu'une autre agence, Standard & Poor's, doit également donner son verdict dans quelques semaines. Malheureusement, il semble assez probable qu'elle aille dans le sens de l'agence Fitch, non? En règle générale, il y a une certaine convergence des agences. Il est rare qu'il y ait donc des différences marquées. Ça peut parfois jouer sur le temps. Ça peut être, on peut gagner un an. Mais bon, globalement, il y a une convergence. Et la logique veut évidemment que la note française soit dégradée, même s'il ne faut pas le souhaiter. Mais il y a un risque non négligeable que les deux autres agences dégrade la France dans les prochains mois. Quelle est la procédure, j'allais dire, si l'on se dit, est-ce qu'on ne peut pas regagner cette note, retourner sur les AA, voire le triple A? Comment ça se passe? Il va falloir du temps? Pour retrouver donc une note supérieure, il faut évidemment montrer des efforts sur la gestion publique, donc diminuer son déficit, diminuer son endettement, donc mettre en place des politiques d'assainissement à long terme avec une réduction des dépenses publiques réelles. Donc c'est un effort qui doit être engagé, mais qui nécessitera un peu de temps. Beaucoup de messages dans le chat, je vous en lis un dernier avant de vous laisser, Philippe Crevel. Malheureusement, le temps passe vite. Volpazu qui nous dit qu'il faut arrêter les distributions d'aides diverses, il faut diminuer le nombre de fonctionnaires inutiles. Bon, message un petit peu catégorique, mais est-ce que finalement, ce n'est pas la politique, notamment cette politique du quoi qu'il en coûte d'Emmanuel Macron, qui est sanctionnée aujourd'hui par cette note de l'agence Fitch? C'est évidemment le fait qu'en France, depuis 50 ans, nous sommes en déficit budgétaire. 50 ans. D'autre part, il y a eu l'idée que l'argent était gratuit, qu'on pouvait s'endetter à zéro, voire en négatif. Et il faut prendre en compte que cette situation a changé. Et que d'autre part, dans l'histoire de l'humanité, de l'Empire romain, en passant par le Directoire en 1797, tous les pays qui ont dépassé les limites de l'endettement ont failli à un moment ou à un autre. Donc on a évidemment un devoir de remettre en cause nos pratiques. C'est vrai que est-ce qu'il y a trop de fonctionnaires en France? C'est un débat. Est-ce qu'il y a trop de dépenses sociales? C'est un débat. Ça absorbe plus du tiers du PIB français. Mais dès qu'on soulève la moindre économie, on a évidemment des résistances extrêmement fortes, parfois légitimes, il faut l'avouer, mais qui, évidemment, accumulées les unes derrière les autres, bloquent le pays. Et c'est ça aussi que Fitch nous dit, c'est qu'il n'y a pas de consensus en France pour réellement réduire le niveau des dépenses publiques qui atteignent 58% du PIB, record quasi absolu en Europe. Et nous avons un record également, deuxième place pour les prélèvements obligatoires, à 45% du PIB. Un débat en tout cas dans lequel on y voit plus clair grâce à votre analyse. Merci beaucoup Philippe Crevel. Je signale à nouveau votre dernière enquête d'avril 2023 sur les Français, l'épargne et la retraite qui est à retrouver dans votre revue Le Cercle de l'épargne et bien sûr sur Internet. Merci encore Philippe Crevel d'avoir été avec nous. Et pour conclure cette émission, je vous